Alors, on est de retour à cette fabuleuse soirée de vulgarisation scientifique Bistro Brain, collaboration avec l'ACFAS. J'étais un peu déçu la dernière présentation. Moi, je suis allergique. J'étais comme, bon, je vais être dépressif dès demain. Là. Je ne peux pas adopter de chat, fait que je suis fait. Donc, on passe maintenant à une autre présentation, anecdote triviale, mais Liane et Romane se sont auto-référés sans le savoir il y a de cela presque un an. Et aujourd'hui, elles présentent la même soirée, et donc, ne le sachant pas, elles ont pu recevoir un bonus de référence d'une consommation supplémentaire. Donc, on dit ça, si jamais vous connaissez des gens qui veulent présenter, événement gratuit, consommation gratuite, c'est toujours gagnant. Et donc, j'enchaîne pour l'introduire. Romane, elle fait une présentation qui s'appelle « Passion au travail, les deux côtés de la médaille ». Elle est étudiante au doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'UQAM. Elle est passionnée de randonnée, vélo et raquettes. Et elle nous explique aujourd'hui la différence entre la passion harmonieuse au travail et le workaholism. Bienvenue, Romane, et on l'accueille chaleureusement. Merci. Bien, bonsoir, je m'appelle Romane Masson et ce soir, je vais vous présenter les deux côtés de la médaille de la passion au travail. Donc, voici Tom Brady, célèbre corps arrière dans la NFL. Tom Brady, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui est passionné pour le travail. Il a joué dans la NFL au football pendant 23 ans. Il est parti à la retraite et 40 jours plus tard, il a changé d'idée et il a annoncé son retour au jeu. Tom Brady est maintenant considéré comme le meilleur corps arrière de tous les temps. Pour atteindre ce niveau de performance légendaire, on peut penser qu'il a dû faire certains sacrifices. Par exemple, des sacrifices dans ses heures de sommeil, dans son alimentation ou même dans le temps passé avec sa famille. D'ailleurs, il a déjà dit « Si tu veux rivaliser avec moi, tu ferais mieux d'être prêt à renoncer à ta vie parce que je renonce à la mienne. » Tom Brady incarne bien la vision de la passion au travail que plusieurs personnes ont. Quand on imagine quelqu'un qui est passionné pour son travail, on va souvent penser à quelqu'un qui est très performant, qui est le premier arrivé au bureau, le dernier à repartir, qui n'a aucune vie sociale, qui ne prend aucun congé. Bref, on va souvent penser à quelqu'un qui va sacrifier sa vie personnelle pour se donner corps et âme à son travail, un peu comme Tom Brady. Donc, selon cette conception populaire, la passion au travail serait synonyme de workaholisme. À main levée, j'aimerais savoir qui pense que la passion au travail est synonyme de workaholisme. Vous êtes excellent, je n'aurai pas à travailler fort. Donc, vous avez bien raison, la passion au travail, ce n'est pas synonyme de workaholisme. C'est en fait une notion qui est plus complexe que ça. La passion au travail, ça peut être vu comme une médaille qui contient deux côtés. Le premier côté de la médaille représente le côté plus malsain de la passion au travail. Ce côté-là va mener à des sacrifices de nos besoins psychologiques fondamentaux, et ça va mener à des conséquences négatives dans plusieurs sphères de vie. L'autre côté de la médaille, c'est un côté plus sain de la passion au travail. Ce côté-là nous mène à protéger nos besoins psychologiques fondamentaux, et ça va entraîner des conséquences positives dans plusieurs sphères de vie. Donc, la passion au travail peut être bonne ou mauvaise. Ce soir, je vais vous offrir une vue aérienne des différentes conséquences de la passion au travail. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi la passion au travail pourrait mener à toutes ces conséquences-là. Tout d'abord, c'est quoi la passion au travail? C'est défini comme le fort intérêt envers son travail. Pour être considéré comme passionné, il faut répondre à 4 critères. Premièrement, aimer son travail. Deuxièmement, trouver son travail important. Troisièmement, investir beaucoup de temps et d'énergie dans son travail. Et quatrièmement, s'identifier à son travail. Par exemple, Tom Brady dirait « Je suis un joueur de football » plutôt que de dire simplement « Je joue au football ». Selon le modèle dualiste de la passion, il existe 2 types de passion, la passion obsessive et la passion harmonieuse. Donc, avec la passion obsessive, qui représente le côté plus malsain de la passion au travail, l'individu a intégré le travail dans sa vie et dans son identité en raison de certaines contraintes internes ou externes, par exemple son estime de soi ou l'acceptation sociale. Par exemple, Tom Brady aurait une passion obsessive s'il intégrait le football dans sa vie pour être fier de lui ou encore pour obtenir la reconnaissance de ses parents.
De l'autre côté de la médaille, on a la passion harmonieuse qui représente le côté plus sain de la passion au travail. Avec la passion harmonieuse, l'individu a librement intégré le travail dans sa vie et dans son identité sans aucune contrainte. Par exemple, Tom Brady a réintégré le football dans sa vie tout simplement parce qu'il aime jouer au football. Les passionnés obsessifs, tout comme les passionnés harmonieux, aiment leur travail et y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, la quantité de l'engagement au travail va être assez similaire des deux côtés de la médaille. Par contre, la qualité de l'engagement au travail va être très différente entre la passion harmonieuse et la passion obsessive, et ça va mener à des conséquences très différentes. Donc, premièrement, la passion au travail peut entraîner des conséquences dans la sphère du travail. Si on regarde d'abord du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences à la fois positives et négatives au travail. Par exemple, une performance élevée au travail, mais aussi des moins bonnes relations avec les collègues et moins de comportements d'aide au travail. Par exemple, Tom Brady pourrait rabaisser ses collègues ou leur faire moins de passes lors d'un match. La passion au travail obsessive est aussi associée à une persistance rigide. Ce que ça veut dire, c'est que l'individu n'est pas capable d'arrêter de travailler, même si son travail commence à entraîner des conséquences négatives, comme des blessures ou des conflits. L'individu est contrôlé par sa passion et il n'est pas capable d'arrêter. Par exemple, Tom Brady ne serait pas capable d'arrêter le football même s'il se blessait. Du côté de la passion harmonieuse, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout positives dans la sphère du travail. Par exemple, une performance élevée, des bonnes relations avec les collègues et des comportements d'aide au travail. La passion harmonieuse est aussi associée à une persistance flexible. Ce que ça veut dire, c'est que l'individu est capable d'arrêter de travailler quand son travail entraîne des conséquences négatives. Dans ce cas-ci, l'individu est en contrôle de sa passion et il peut choisir quand travailler et quand ne pas travailler. Par exemple, Tom Brady serait capable de prendre une pause du football si ça commençait à créer des conflits avec sa femme. La passion au travail peut aussi entraîner des conséquences qui dépassent le travail et qui se rendent jusqu'à d'autres sphères de vie, comme le couple ou la famille. Du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout négatives en dehors du travail. Par exemple, des conflits interpersonnels, des conflits travail-famille et aussi des problèmes de santé psychologique comme le burn-out. Du côté de la passion harmonieuse, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout positives, par exemple de la satisfaction dans ses relations interpersonnelles, moins de conflits travail-famille et une bonne santé psychologique. Donc, à la lumière de toutes ces conséquences très différentes entre les deux côtés de la médaille, je me suis demandé pourquoi on voyait ces différences entre la passion obsessive et la passion harmonieuse. Je me suis demandé si la façon dont les travailleurs passionnés atteignaient leurs objectifs au travail pouvait expliquer toutes ces conséquences très opposées. Donc, pour atteindre un objectif au travail, les travailleurs pourraient sacrifier leurs besoins psychologiques fondamentaux. Marie-Jeanne en a parlé un petit peu tantôt. On a tous 3 besoins psychologiques fondamentaux. Premièrement, l'autonomie, soit le besoin d'être libre de ses expériences et de ses comportements. Deuxièmement, la compétence, soit le besoin d'avoir un impact positif sur son environnement. Et troisièmement, l'affiliation sociale, le besoin d'avoir des relations réciproques et significatives avec d'autres personnes. Ces 3 besoins psychologiques sont comme l'eau pour une plante, ils sont nécessaires pour notre croissance et notre bien-être. Par contre, même s'ils sont aussi importants, les travailleurs pourraient sacrifier leurs 3 besoins psychologiques pour atteindre un objectif au travail. Pour gagner le Super Bowl, Tom Brady pourrait sacrifier ses 3 besoins psychologiques, par exemple en mettant fin à son loisir préféré, en n'aidant pas ses enfants avec leurs devoirs ou encore en réduisant le temps avec ses amis. Donc, j'ai fait une étude avec des collègues pour savoir si les sacrifices des besoins psychologiques qui sont faits pour atteindre un objectif au travail pouvaient expliquer les conséquences de la passion au travail. Dans notre étude, on s'est concentré sur les liens entre la passion au travail et le bien-être. On pourrait penser que les travailleurs qui sont passionnés, à la fois obsessifs ou harmonieux, seraient prêts à tout pour atteindre un objectif au travail, incluant le sacrifice de leurs besoins psychologiques. Ce que nos résultats démontrent, c'est que la passion obsessive incite les travailleurs à sacrifier leurs besoins psychologiques et ça, en retour, c'est associé à moins de bien-être et à plus de burn-out.
Au contraire, avec la passion harmonieuse, on voit qu'elle empêche les travailleurs de sacrifier leurs besoins psychologiques et son retour s'est associé à plus de bien-être et à moins de burn-out. Donc, ce que nos résultats démontrent, c'est que les sacrifices des besoins psychologiques permettent d'expliquer des différences entre la passion obsessive et la passion harmonieuse. Par contre, dans notre étude, on s'est seulement concentré sur le bien-être, donc ça va être important de reproduire les résultats de l'étude avec d'autres conséquences de la passion au travail, comme les conflits travail-famille ou les comportements d'aide au travail. Donc, pour en revenir à ma question de départ, est-ce que la passion au travail est synonyme de workaholisme et est-ce qu'elle se vit nécessairement au détriment de la vie personnelle? Mais ça dépend, on regarde quel côté de la médaille. Du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences négatives dans plusieurs sphères de vie, le travail, mais aussi d'autres sphères de vie. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que le passionné obsessif sacrifie ses besoins psychologiques pour atteindre un objectif au travail. De l'autre côté de la médaille, il y a la passion harmonieuse qui est associée à des conséquences positives dans plusieurs sphères de vie. Ça pourrait s'expliquer par le fait que le passionné harmonieux protège ses besoins psychologiques même s'il veut atteindre un objectif au travail. Je suis sûre que pendant ma présentation, certains d'entre vous se sont questionnés « Est-ce que je suis passionné au travail? Et si oui, est-ce que je suis passionné obsessif ou passionné harmonieux? » Sachez que pour les passionnés obsessifs dans la salle, il y a toujours de l'espoir. Le type de passion au travail pourrait changer selon l'environnement ou selon les situations. Comme j'ai déjà mentionné, la passion au travail, c'est une médaille qui contient deux côtés. Donc, ce que ça implique, c'est que c'est possible de revirer la médaille de côté pour favoriser un certain type de passion au travail. Donc, les passionnés obsessifs pourraient devenir plus harmonieux et vice-versa. Il existe différentes pistes d'action au travail pour favoriser la passion harmonieuse. Premièrement, le gestionnaire pourrait favoriser la passion harmonieuse de ses employés en soutenant leur autonomie, c'est-à-dire en reconnaissant leurs besoins et aussi en les questionnant, leur demandant leur opinion sur des questions importantes. Le travailleur lui-même peut aussi jouer un rôle actif pour sa passion harmonieuse. Quand il utilise ses forces au travail, il est en train de créer un environnement qui est favorable au développement et au maintien de sa passion harmonieuse. Donc, ces deux pistes d'action permettent de revirer la médaille de côté pour favoriser la passion harmonieuse. Merci. Est-ce qu'on sait s'il y a en général, ou je ne sais pas, peut-être selon les domaines, il y a plus de passionnés obsessifs ou plus de passionnés harmonieux? Parce qu'on entend plus souvent parler de la passion obsessive, parce que c'est plus un problème que de la passion harmonieuse. Oui, donc il y a certains emplois ou certains milieux de travail qui vont davantage favoriser la passion obsessive. On peut penser à des milieux de travail ou des emplois où les individus n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur travail, où ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Tu sais, je l'ai dit tantôt, mais le soutien à l'autonomie, ça favorise la passion harmonieuse. Donc, quand un travailleur n'a pas beaucoup d'opportunités pour être autonome, bien là, il y a plus de passion obsessive qui en découle. On peut penser à des emplois plus dans le domaine médical, où là, ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur horaire de travail ou encore sur la façon dont ils vont faire leur travail. Donc, infirmières, médecins, c'est des professions qui ont été très utilisées et où la passion obsessive est quand même très facile à développer. Merci. Je me creuse la tête parce que j'essayais de trouver un lien avant de te poser la question, parce que peut-être que ma question est très évidente finalement, mais est-ce qu'il y a un lien, il doit avoir un lien en fait entre la passion au travail puis l'estime de soi? Oui, vraiment. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais la passion obsessive va se développer avec certaines contraintes internes ou externes. Puis quand je parle de contraintes internes, l'estime de soi en fait partie. Donc, quand quelqu'un va vraiment baser son estime de soi dans son travail, il y a beaucoup plus de chances que la passion obsessive se développe. Dans le fond, c'est-à-dire que si ça se passe bien au travail, je me sens bien, je suis une bonne personne, mais dès que ça se passe mal au travail, là, je ne vaux rien, bien là, c'est quelqu'un qui aurait vraiment plus une passion obsessive. Merci beaucoup.
Bonjour, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles d'être plutôt du mauvais côté de la médaille? Par exemple, est-ce que les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être de ce côté-là? Est-ce que les jeunes ou les personnes âgées? Enfin, est-ce qu'il y a des profils? Les profils que je connais, ça ne fait pas référence aux variables sociodémographiques comme le genre ou l'âge de la personne. Par contre, il y a certains traits de personnalité qui vont favoriser un type de passion versus l'autre. Quand quelqu'un, dans sa personnalité, a plus tendance à se forcer à faire des choses, plus se sentir obligé, ressentir facilement de la culpabilité, là, on va plus trouver cette personne-là dans la catégorie de passion obsessive. Puis aussi, ce qu'on retrouve, c'est quand les 3 besoins psychologiques de la personne ne sont pas satisfaits dans sa vie en général. Par exemple, elle ne ressent pas beaucoup d'autonomie dans sa famille, pas beaucoup d'affiliation sociale avec ses amis. Cette personne-là qui a des besoins psychologiques moins satisfaits va plus avoir tendance à se retrouver dans la passion obsessive. Salut. Ma question est, tu as dit tantôt que c'était possible de renverser ce côté de la médaille-là quand tu es du côté de la passion obsessive. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour y arriver puis transformer leur passion obsessive en quelque chose de plus harmonieux? Donc, il y a l'utilisation des forces au travail qui est vraiment une piste d'action individuelle. Par contre, dans certains emplois, le travailleur n'a pas toujours l'option de choisir ses tâches et de choisir la façon dont il fait ses tâches. Une autre piste d'action qui est plus accessible à tout le monde, peu importe les catégories d'emploi, c'est la satisfaction de nos besoins psychologiques fondamentaux. Donc, pour faire du pouce sur l'autre question, quand la personne va avoir de la satisfaction de ses besoins dans d'autres sphères de vie, elle a plus tendance à revirer la médaille de côté puis avoir une passion harmonieuse. Donc, pour aller chercher de la satisfaction, bien, l'individu a du contrôle là-dessus. Par exemple, commencer un nouveau loisir dans lequel on se sent bon, ça va favoriser notre compétence. Voir plus souvent nos amis, ça peut favoriser notre affiliation sociale. Plus décider de prendre des décisions dans notre vie personnelle, ça peut favoriser notre autonomie. Donc, quand on a une constellation de besoins psychologiques satisfaits, on a plus tendance à être capable d'être passionné, harmonieux.